dans l'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles. Et enfin, dernière conclusion du rapport, c'est qu'il existe un phénomène d'autocensure qui s'explique tout simplement par le fait que dans le cadre familial des élèves d'origine sociale défavorisée, eh bien, ils ont des parents qui ont souvent une position professionnelle socialement pas forcément très élevée, mais surtout des diplômes pas très élevés notamment. À titre d'illustration, sachez que les enfants les étudiants qui sont en classe de STS, seuls 17% d'entre eux ont des parents qui ont le bac. Et pour ces élèves, donc, dont les parents ont des diplômes pas forcément très élevés, eh bien, ne serait-ce qu'avoir un diplôme professionnalisant Bac+3 est déjà largement valorisable au sein de leur cocon familial, et ils s'en contentent largement, et ils ne vont donc pas naturellement aller s'orienter dans des filières Bac+5, telles que classe préparatoire et école d'ingénieur. Le tout fait que pour une même population représentative d'étudiants aux capacités identiques, ici j'ai pris les étudiants ayant une mention Bac S, eh bien tout naturellement, les élèves d'origine sociale défavorisée vont moins s'orienter en classe préparatoire que ne le font le faire les élèves d'origine sociale favorisée. Nous nous sommes posé la question, est-ce que cette disparité sociale est typiquement franco-française ou est-ce qu'on la retrouve dans tout le monde? Alors pour appuyer mes conclusions, je vais prendre ce graphique. Je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais ce graphique montre en ordonnée l'inégalité sociale dans des pays en fonction de l'abscisse de la performance d'un pays. La France est représentée par le point rouge. Alors, première conclusion auquel soit on peut dire, eh bien, on peut être extrêmement fier, ou bien au contraire, on pourrait dire que l'on peut faire encore beaucoup mieux, c'est qu'en termes d'inégalité sociale, la France est dans la moyenne mondiale. Et donc, cette disparité sociale qui existe dans l'enseignement supérieur, et donc notamment au sein des classes préparatoires, n'est pas typiquement franco-française, mais est franchement mondiale. Mais la deuxième conclusion à laquelle il faut faire attention, c'est que si l'on trace, c'est la tendance de ce graphe, qui est représenté ici par la droite rouge. On constate que pour augmenter la performance de notre pays, qui est l'axe des abscisses, il faut absolument diminuer les sources d'inégalité sociale. Il faut absolument faire ça. Et diminuer les sources d'inégalité sociale, le système des classes préparatoires, on est largement conscient depuis déjà très longtemps. Car en effet, ce système s'est basé sur des faits très simples. Premièrement, la sélection pour y entrer se fait sur le mérite et en aucun cas sur des critères sociaux. Deuxièmement, les études sont entièrement gratuites. Il y a des bourses qui ont été allouées à des étudiants en difficulté financière. Il y a création de classes mixant les origines sociales. Et là, je pense notamment à ce que l'on a dit, les filières PTSI, TSI, ATS et BCP, dans lesquelles les disparités sociales sont inversées. À titre d'illustration, vous avez en bas à gauche la part représentative des élèves d'origine sociale favorisée au sein de la filière PTSI, et on se rend compte qu'elle est bien moins représentative que l'ensemble des élèves d'origine sociale favorisée dans tout l'enseignement supérieur. Et enfin, donc, je vais également l'évoquer, il y a l'attribution de places d'internat sur des critères purement sociaux. L'ensemble de ces actions fait que cette disparité sociale est décroissante au sein des classes préparatoires aux grandes écoles, car en effet, et cela concerne le deuxième graphique en bas à droite, actuellement, un élève à la naissance a 2,6 fois moins de chances d'avoir une classe préparatoire s'il est d'origine sociale défavorisée, alors qu'il y a 10 ans, il avait 3,7 fois moins de chances. Bien sûr, ce n'est pas parfait, il faudrait que ce rapport tende vers 1 pour avoir une égalité complète des chances d'intégrer une classe préparatoire, mais malgré tout, la dynamique est là, et on ne peut que s'en féliciter et poursuivre notre action. Donc alors on va continuer avec le cas de la sélection. Alors c'est un mot qui est relativement mal perçu en France, certainement pour des raisons historiques. Il est vrai que dans le monde, on trouve un certain nombre de sélections qui peuvent être négatives. Donc si je pense par exemple à la sélection financière qui peut être faite en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou en Australie. Quelquefois aussi au choix précoce qui est imposé aux étudiants concernant leur orientation. Donc en Allemagne, on pousse les étudiants à s'orienter dans des filières qui sont hermétiques ensuite. Ou alors le numerus clausus aussi, qui est une vision un peu négative de la sélection. Alors en classe préparatoire, la sélection existe, mais elle peut être considérée comme positive pour plusieurs bonnes raisons. Tout d'abord parce qu'elle est équitable, premier point. Ensuite parce qu'elle est un système qui oriente les élèves bacheliers dans une filière qui est faite pour eux. Ensuite, c'est aussi une source de stimulation pour les élèves aux différentes étapes de leur formation. Et en dernier lieu, parce qu'elle réduit les échecs scolaires, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors si on commence par la sélection équitable, on a une sélection équitable en classe préparatoire, puis ensuite en grande école, parce que c'est une sélection, dans les deux cas, qui est nationale. Alors si on s'intéresse plus particulièrement à l'entrée en classe préparatoire, c'est une sélection qui est organisée par le ministère de l'Éducation nationale, qui se fait au mérite, sur les résultats de première et de terminale.
Elle se fait sans numerus clausus, parce qu'en fait, il reste environ 5000 places, enfin c'est une estimation qu'on peut faire, environ 5000 places libres dans les classes préparatoires chaque année, donc il n'y a pas vraiment de limite. On n'atteint pas en tout cas la limite. Ensuite, la sélection aux entrées des grandes écoles est aussi nationale. Elle se fait sur des sujets de concours qui sont validés par des inspecteurs généraux, des professeurs d'université, des enseignants en école d'ingénieurs et des professeurs de classes préparatoires. Donc en fait, finalement, la sélection telle qu'elle est pratiquée en classe préparatoire et en grande école assure tout d'abord l'égalité des chances pour tous les étudiants. C'est un point positif pour la sélection. Le deuxième point positif, c'est qu'en évaluant les dossiers de candidature, les professeurs de classe préparatoire en fait guident les étudiants bacheliers dans leur orientation. Parce qu'évaluer des dossiers de candidature, c'est d'abord aider les bacheliers à choisir l'orientation qui leur convient. En effet, il y a beaucoup de bacheliers qui déposent des dossiers dans un certain nombre de filières en faisant confiance au système finalement pour les accepter dans un cursus qui leur permettra de s'épanouir. Donc l'évaluation et la sélection à l'entrée des classes préparatoires, c'est d'abord une aide pour l'orientation des étudiants. C'est pas non plus une sélection qui se fait de manière binaire, c'est-à-dire que bon, bien sûr, il y a des étudiants qui ne seront pas acceptés, mais parmi les étudiants qui seront acceptés, on va les trier par groupe de niveau, puisque chaque établissement a, on va dire, une cote, on va dire, et puis du coup, cette échelle de niveau dans les établissements fait que chaque classe est un groupe de niveau. Et ces groupes de niveau vont permettre aux professeurs d'adapter leur pédagogie en fonction du public qu'ils ont face à eux, qui présente finalement des difficultés homogènes. Donc ce tri par groupe de niveau va permettre d'avoir très peu, malgré le rythme, très peu d'élèves en difficulté, et on aura aussi peu d'élèves qui s'ennuient et dont le talent pourrait être gâché. Ensuite, la sélection en classe préparatoire est une source de stimulation. Alors cette stimulation, elle commence bien avant les classes préparatoires. Elle commence déjà en première et en terminale, puisqu'il y a un certain nombre d'élèves qui préparent leur dossier de candidature pour les classes préparatoires et qui tirent le meilleur bénéfice de leur enseignement en première et terminale en vue de préparer leur dossier. Le deuxième point, c'est la stimulation des étudiants en classe préparatoire. Donc là, ils sont incités à construire des bases de connaissances très solides pour être capables au concours de valoriser des compétences acquises. Ensuite, la stimulation continue en école d'ingénieur, cette fois-ci relayée plutôt par le proche avenir de la carrière professionnelle, où donc les étudiants, encore une fois, tirent le meilleur parti de leur formation. Donc finalement, on peut considérer que la sélection en classe préparatoire et en grande école donne à l'étudiant des marches à franchir, et ces marches à franchir sont des marches de hauteur variable. Finalement, chaque étudiant choisit la hauteur de la marche qu'il doit franchir en fonction de ses capacités et de ses ambitions. Et il va intégrer donc une classe préparatoire puis une école d'ingénieur à son niveau. Dans tous les cas, il s'agit d'une réussite. En fait, les étudiants ne sont jamais dans la crainte de l'échec, puisqu'il y a très peu d'étudiants qui échouent. Ils sont plutôt dans l'envie de la meilleure réussite possible. D'accord ? Donc en fait, dans le système des classes préparatoires et des grandes écoles, il n'y a pas de gagnants, pas de perdants. Enfin, il n'y a pas vraiment de gagnants et de perdants. Il n'y a que des gagnants, puisque la plupart des élèves seront ingénieurs à la fin, d'un niveau variable, mais ils seront tous ingénieurs, donc il n'y a que des gagnants. Il y a bien sûr tout de même peut-être quelques perdants, ce sont les élèves qui échouent dans la filière, mais ils sont assez peu nombreux. Alors il y a deux sources d'échecs en classe préparatoire. Il y a d'abord le non-passage en seconde année, et ensuite la non-réussite à un concours éventuellement. Alors je vais tout de suite supprimer la deuxième source, parce qu'en fait des élèves qui ne réussissent pas au concours en seconde année, il y en a très peu. C'est vraiment un pourcentage très faible. Il y a beaucoup de gens qui redoublent, il y en a environ 20% des étudiants qui redoublent leur seconde année, mais il s'agit en général d'un redoublement pour avoir une meilleure école, parce qu'il y a 2000 places qui restent chaque année disponibles en grande école. Donc encore une fois, il n'y a pas de numerus clausus à ce niveau-là. Donc la principale source d'échec, c'est en première année. Il y a 17% des élèves qui s'arrêtent au bout d'un an en classe préparatoire. Alors c'est un chiffre qui est relativement faible. Faible par rapport à quoi? Donc par rapport aux autres cursus. Alors à titre de comparaison, on peut citer l'université, où on a beaucoup de mal à avoir ces chiffres parce qu'il y a une certaine opacité qui est entretenue autour de ces chiffres. Mais le rapport Attali, par exemple, un rapport ministériel, donné quand même des chiffres qui sont cités là ici sur le transparent. 34% qui abandonnent au bout d'un an, 26% qui sortent sans diplôme, etc. Donc on voit que les 17% en classe préparatoire, c'est un chiffre très faible.